En entrant dans une salle de cinéma, ça doit être le même plaisir qu'avaient les premiers hommes en allant dans leur caverne pour découvrir les nouveaux dessins, quoi. C'est quand même un moment privilégié, quasi mystique. Brillant, surprenant, saisissant, leur cinéma est empli de poésie et peuplé d'êtres à la dérive. Vous avez un beau nez, le nez de ceux qui sentent la truffe. 20 ans de cinéma, 9 films, de Halaltra à effacer l'historique, de Depardieu à Paul Vord. Ils mettent dans la lumière celles et ceux qui n'y sont pas, avec douceur, singularité et étrangeté. Alors que sort un coffret DVD regroupant l'intégralité de ses films, le duo revisite son cinéma bien-aimé avec deux valseuses, des galettes et des créatures troublantes. Voici la carte blanche de Gustave Kervern et Benoît Delépine. On est parfois grotesque, on se veut proche de peintres grotesques. Voilà. J'arrivais de l'île Maurice, j'avais 7 ans. Moi, j'étais un enfant de la télé avant tout le monde. C'est-à-dire, je bouffais de la télé, mais comme j'étais assez solitaire et puis qu'on connaissait pas grand monde, donc je restais devant ma télé. Et je regardais beaucoup le cinéma de minuit de Patrick Brion. Et c'est comme ça que j'ai découvert les films. Et après, comme j'étais donc très solitaire, j'allais beaucoup au cinéma tout seul à Nice, parce que j'étais à Nice, de voir des films d'art et d'essai. Donc je découvrais tout seul. J'achetais les premières à l'époque. Je faisais un peu mon choix comme ça. Et puis petit à petit, je me suis fait une espèce de cinéphilie personnelle. Je sais pas. Enfin, et moi, j'adorais sécher les cours. Je séchais les cours pour aller au cinéma, quoi. C'était puis même tout seul ou avec une copine, mais en tout cas, c'était vraiment. J'allais voir plutôt des films. Enfin, là, je parle de Terminal parce qu'après, au début, j'étais à la campagne. Les premiers films que j'ai vus, c'était quasiment les films de la paroisse, quoi. Donc, c'était des films comme ça que le curé nous passait. C'était des points de vue et images du monde, carrément. Mais après, le cinéma, c'était simplement les réunions de famille à Noël et on allait tous voir, toute la famille, aller voir le Belmondo de l'année, quoi. Et il a fallu vraiment pas mal de temps avant que je me sorte de ça pour découvrir le cinéma. D'abord la bande dessinée, puis le cinéma. Et une fois que j'ai découvert le cinéma, via d'ailleurs parfois des critiques de films dans Pilote, il y avait des parodies dans Pilote à l'époque. Du coup, j'allais tout seul au cinéma, comme Gustave, sans le savoir. Mais il y a eu aussi le ciné-club, où là, effectivement, grâce au ciné-club de mon lycée, qu'on avait monté avec un pote, j'ai pu découvrir des films à Cassavetes, ou des films américains des années 70 assez étonnants, enfin Little Big Man, etc., etc. Mais voilà, ça a été ça n'a pas été une évidence non plus, quoi. Dans ces années-là, enfin en 75, je crois, 75, 76, je sais plus, mais en tout cas, j'allais voir des films qui étaient vraiment intéressants, etc. Mais tout d'un coup, ce film-là, ça a été un choc absolu dans le sens où les galettes de Pont-Aven, c'est magnifique. Il sera un représentant de la maison Godino. Alors Henri, ça a marché les Pébroc? Qualité, solidité, imperméabilité. Je me souviens être sorti de la salle de cinéma un peu pantelant et en riant aussi, bien sûr. Dis donc Henri, t'as pas un 48 à 8? 48 à 8, 48 à 10, 60 à 8 et à 10. Le parapluie à baleine invisible. Et ça, c'est très, très difficile à faire. L'ivresse, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire au cinéma. Poignée, Java, gainé, cuir, plastique noir, merisier, bambou, imitation, bambou. Godino, le parapluie. Regardez ça comme c'est beau, c'est magnifique. C'est à l'époque qu'on portait tous des chapeaux. Non, mais il le fait trop bien, quoi. C'est pas évident, hein. Ça peut être forcé, ça peut être ridicule, là, c'est simplement pathétique, mais dans le bon sens du terme, quoi. Le béret, c'est l'ombrelle du pain. Le personnage, il est grotesque, ça n'existe plus, des gens comme ça. Il est lourdeau, c'est un handicapé, en fait.
Mais il a l'impression d'être le plus fort du monde, donc c'est ça qui est drôle, quoi. C'est carrément, il a l'impression de dominer outrageusement son époque, alors qu'il est catastrophique, quoi. La colombe, elle avait l'air d'avoir un coup dans l'aile. Elle est montée avec un type à l'hôtel du port. Oh, mais t'as vu, hein, il y va, hein. Non, il est dans une forme de vérité, quoi. Non, franchement, c'est très fort, hein. Qu'est-ce que ça dit, toi? Je pense qu'on aurait été fascinés, nous. Parce que souvent, quand on filme, on est toujours avec nos écouteurs sur l'oreille. C'est surtout le son qui nous fait décider si on est dans la vérité ou pas. Et là, il est magnifique. Tu vas me lâcher? Merde! Laisse-moi. Laissez-moi! Alors, Henri, laisse tomber! Mais je vais te défoncer, ce con! Alors, Henri, laisse tomber! Puis c'est quand même une sacrée carcasse, il faut aller la chercher. Ah non, c'est trop beau. Partie des acteurs qu'on aurait bien aimé faire tourner. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein, Tu peux mais en lui... parler. Si quelqu'un la connaît, Angela, ici, c'est moi. C'est moi qui étais là quand elle a couché avec moi, c'est pas toi, salaud! Mais non, Henri, arrête! C'est pas une pute, Angela! Mais non! Non, mais je le sais mieux que vous, quand même! C'est moi qui l'ai baisé son cul, pauvre con, c'est pas toi! Je le connais mieux que vous. Tu vas dire qu'il se fout de ta gueule, non? Je sais bien que c'est un enculé. Enculé. Angela, c'est une oie blanche. Oui, c'est une oie blanche! Eh oui, c'est une oie blanche! Il revient, oui, ça c'est typique de l'alcool, ça, on revient parce que... On se doute qu'on a fait une erreur, mais on essaie de la corriger, mais on se rappelle déjà plus de l'erreur, donc on repart. Je me souviens, j'avais vu Fanny et Alexandre, Bergman, aussi bien que 37-2. Ça, c'est les films qui m'ont marqué à l'époque. Benex, Diva, effectivement. Cette période-là, les films sont un peu datés maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment marquant. Je tombais amoureux plutôt des filles de cinéma que dans la vraie vie, parce que ça fera l'objet d'une autre émission, mais sexuellement, Enfin bon, bref. Monsieur, s'il vous plaît. Mais non, mais Isabelle Adjani, justement, même dans le film de Besson, Béatrice Dalle, en fait, il y a Adjani dans le film de Polanski aussi, dans Le Locataire, par exemple. Enfin bon, c'est des apparitions comme ça qui... Oui, voilà, Polanski, mais justement, Le Bal des Vampires, je me rappelle ça m'avait marqué comme film. C'est des films que je suis allé voir 2 fois, ça, c'est ce qui est très rare, parce que je ne vais jamais voir des films 2 fois. Le Bal des Vampires et, par exemple, 37-2, je les ai vus 2 fois. Mais 37-2, je suis sorti de la salle la 2e fois, parce que c'était des années après, et je trouve que le film a énormément vieilli, mais en tout cas, ce sont des films marquants sur le moment. J'avais une passion pour Mickey Rourke dans ses premiers films de Coppola. Enfin, je m'habillais pas comme lui, mais j'avais un grand manteau comme ça, j'avais des lunettes en écaille. Je me prenais un peu pour Mickey Rourke, mais à la bonne époque, hein, je vous rassure. Tu t'es pas fait opérer après? Mais je sais pas, non, c'était un personnage qui me marquait vraiment. Angel Art, L'année du dragon, enfin ce genre de film. J'allais tout voir avec Mickey Rourke de cette époque-là. Enfin voilà. Je me demande si j'avais pas une affiche d'un des Godard, parce que pour draguer, c'était mieux quand même d'être fan de Godard, hein, déjà à l'époque. Enfin, en ayant, en ce qui me concerne, vécu une jeunesse où justement dans l'imaginaire comme ça, après, tout ce qui est scolaire, c'est vraiment la partie la plus... Enfin, pas noire, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'était... on est vraiment sous cloche pendant des années, quoi. Puis on nous demande de toujours faire passe ton bac d'abord et un diplôme d'abord, machin, avant de redevenir à peu près ce qu'on avait envie d'être au départ, quoi. On va pas parler de rêve, parce que moi j'ai jamais rêvé, mais en tout cas il y a des désirs quand même sous-jacents, et on ne peut les exprimer qu'une fois qu'on en a terminé avec cette corvée ces corvées scolaires, en fait. Enfin, je sais pas, mais... Moi, quand j'ai fait cette école de commerce, j'ai commencé par des boulots un peu ingrats dans l'informatique et tout ça. Et puis, je sentais que j'étais nul et surtout que je n'allais pas m'amuser. Donc, étant un enfant de la télé, j'ai cherché à travailler dans la télé. Donc, grâce à la filière mauricienne, il y avait une seule personne... c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. C'est la filière Picard n'est pas beaucoup plus énorme. Hein. Donc j'ai réussi à rentrer dans une émission de télé à l'époque, c'était Patrick Sabatier, avis de recherche, donc ça fait un moment.
Je suis passé d'émission en émission comme ça jusqu'à rencontrer Benoît. Et c'est l'envie de déconner, comme je disais tout à l'heure, plus que... Enfin, pas de déconner dans le sens mal travaillé, mais au contraire, nous, quand on bosse, c'est vraiment, vraiment, on aime le travail, vraiment beaucoup, quoi. Mais on aime bien déconner aussi. Donc, il y a un double sens dans déconner. On a l'impression que déconner, ça veut dire qu'on est un peu des cons, quoi. Mais c'est pas ça. C'est faire des choses incongrues, mais qui ont un sens. Et puis tout d'un coup, tout le monde se marre en disant mais c'est pas possible. Ils ont fait ça. Ouais, on a fait ça, mais ça veut dire quand même quelque chose, quoi. Puis vivre des choses intensément, parce que quand on fait notre premier film dans une camionnette à 8, partir de Picardie en Finlande en ayant quasiment rien préparé ou très peu. Donc c'est une aventure tellement belle, avec en plus, au bout du compte, on espérait un beau film. C'est génial, parce qu'à la fois on vit des choses fortes, et en même temps on peut ramener quelque chose de fort. Donc tout est génial dans ce genre de choses. Des chasseurs-cueilleurs de moments de grâce. Voilà. On part à la chasse comme ça. Quand on en parlait à un des seuls producteurs qu'on connaissait et qu'on respectait beaucoup, Vincent Tavier, celui qui avait fait C'est arrivé près de chez vous, on lui de temps en temps lui balançait une petite idée, puis il nous disait non les gars, non, enfin bon bref. Mais un jour, effectivement, il se trouve que sur la simple phrase un road movie en chaise roulante, il nous a dit ça c'est intéressant, travaillez, moi je vais me débrouiller pour trouver un peu d'argent. C'est surtout notre amour du cinéma quand même, malgré tout, qui nous a fait se dire on va faire un film en noir et blanc, parce que le noir et blanc pour nous ça reste vraiment le truc le plus beau au cinéma, et surtout aussi de faire un film sans quasiment de dialogue, sans musique, donc assez risqué. Mais on s'est dit, si on fait un premier film, autant aller au bout des risques d'un premier film. Donc on a fait ça comme ça, un peu inconsciemment, parce qu'on n'avait même pas de distributeur. On l'a fait comme ça, mais on a pris quand même... On s'est dit, on veut faire quelque chose de différent de ce qu'on fait à la télé, bien sûr, mais aussi qui se rapproche de ce qu'on aime vraiment au cinéma. Mm-hmm. Quand je parlais par exemple, de Patrick Brion et du cinéma de minuit, il y avait énormément de films en noir et blanc, donc j'ai dû en voir énormément. Charme. Ça m'a frappé. Et un film qui m'a frappé aussi en noir et blanc, c'est le film de Jim Jarmusch, Stranger Than Paradise, qui était un film où il se passait pas grand-chose, où ça parlait pas beaucoup. Et je pense qu'inconsciemment aussi, ce genre de film m'a aussi, Benoît dit que c'est des moments qui nous restent. Mais en tout cas, le noir et blanc, pour nous, c'était forcément... Enfin, moi, par exemple, c'est pareil, L'Âge d'or de Buñuel, ça m'a marqué à vie. C'est le seul film que je revois régulièrement. Et je peux le revoir jusqu'à la fin des temps, parce qu'il y a un mystère tellement fort. Et puis, justement, ils disent pas un mot, mais ça va tellement loin. C'est tellement à la fois érotique, fou, etc. Bon, mais c'est magnifique, quoi. Au moins du 16 ans. Ça. Oh là. Écoutez, non, mais Les Valseuses, ça reste un grand moment du cinéma et de la filmographie de Bertrand Blier. Jean-Claude, hey. Je bande pas. Bah quoi, moi non plus. Je vois pas pourquoi on banderait. En quel honneur. Tout le monde dit on pourrait pas le faire aujourd'hui. Effectivement, c'est là où on se dit qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'un film comme ça, malgré ses outrances... c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, et dans une œuvre d'art, on peut dire ce qu'on veut. Donc voilà, passer ce petit préambule, restent deux acteurs extraordinaires, dont Depardieu. Parce que quand je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, pour moi c'était Devers, parce que j'ai une admiration pour Devers, mais en revoyant le film, on s'aperçoit que c'est Depardieu qui a la part belle dans ce film. Et là, quand on voit Depardieu aussi jeune comme ça... et aussi beau, cette liberté qui émane de tout ça. Voilà. Ça sera pas plus léger comme ça, hein. Voilà, puis on connaît quelques anecdotes de tournage, parce que Bertrand Blier en a chié avec eux, il disparaissait pendant 2 jours, il revenait. Regarde comme t'es beau. Tu sais que t'en deviendrais presque désirable. Lève ta main. Quelle main? Donc ça correspond un peu à ce qu'on aime bien quand on fait des films, c'est-à-dire une certaine folie, quoi, que ce soit devant ou derrière la caméra, d'ailleurs. Y a pas de honte.
C'est pas une question de honte, c'est une question d'envie. Moi, justement, j'ai pas envie. T'en sais rien. Un truc que tu connais pas, tu peux pas savoir si t'en as envie ou pas. Tu crois quand même pas que je vais m'exciter pour ta gueule, non? Moi, ce qu'il me faut, c'est une bonne femme. Tu piges? Quelque chose qui m'attire, et non pas qui me repousse. Chut, quelqu'un qui vient d'entrer. Même si, parfois, dans le film, ils ont des comportements plus qu'équivoques. Enfin, je pense à la scène du viol dans le train, etc. C'est quand même assez terrible, mais il n'empêche que, je sais pas, il y a une énergie qui se dégage de ce film qui est unique. Après, il y a des acteurs qui amènent énormément de choses. Regarde ce coup. Aujourd'hui, ça serait avec un scooter ou je sais pas quoi. Du carjacking. Hey, mec! Ah bah voilà. Ah, c'est trop bon. Notre façon de travailler, c'est pas du tout on pose notre caméra, on fait le truc et on se barre. C'est pas ça. C'est une fois que dans l'image, il y a une espèce de dramaturgie qui est là. On essaye de faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'incongru d'une façon ou d'une autre, dans la façon d'être, dans la façon de jouer, dans la musique, dans les silences, mais qui est jamais un plan totalement normal, même si on n'essaye pas d'insister là-dessus. Le spectateur s'en rend pas forcément compte. On pose notre caméra, on essaye de trouver un plan vraiment intéressant, et quand on se dit, mais non, mais c'est trop, c'est pas possible, on se croirait dans une fiction de base, il faut qu'on trouve autre chose. Donc on se creuse la tête, mais ça peut être pendant 1 heure. Hein. C'est-à-dire, c'est pas possible de faire un plan pareil, quoi. Donc on trouve une idée de cinéma, tout simplement. C'était quand même un truc voulu au départ, c'était pas un hasard de pas faire de chant contre chant. C'était vraiment un truc qu'on voulait faire, qu'on voulait ne pas faire surtout, et on aurait pu changer au fil des films, mais non, parce qu'en fait, c'est trop intéressant de raisonner comme ça et de pas avoir des bouts d'épaule en amorce tout le long du film, et de pas se faire chier à faire la scène plusieurs fois dans tous les... Pour soi-disant sécuriser, dans un espèce de monde qui n'arrête pas de se sursécuriser, et puis tu arrives au montage avec 40 000 plans, puis tu arrives à faire le film le plus banal du monde en ayant mis des caméras partout. Il faut quand même le faire. Donc ça, c'est un vrai jeu, quelque part, mais quelquefois qui est risqué et qui n'est pas toujours facile à... quelquefois, on a des sueurs froides. On a des sueurs froides, et puis surtout, on dort très peu la nuit. On a loupé des trucs, hein, quand même, aussi. Il y a des scènes qui sont trop longues, qui durent beaucoup trop longtemps, parce qu'on n'a pas de plan de coupe. Alors, je me rappellerai toujours de Mathieu Kassovitz rentrant dans la salle de montage qui produisait notre film Louise Michel en disant, mais la scène est beaucoup trop longue, mettez je sais pas quoi, un plan sur le feu. Je dis, mais on n'en a pas, nous, on n'a pas fait. Hein. Mais on faisait exprès de pas les faire, parce qu'on savait très bien que... Mais donc voilà. Non, mais là, par exemple, ça, c'est une façon de faire qui est relativement rare, parce que faut être fou pour faire ça. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'on est deux, quoi. Donc on est sûr, on est deux et on est quand même assez créatifs. Et donc on est sûr qu'il y en a au moins un des deux qui va trouver une idée. Donc ça, c'est du coup, on est détendu. Alors que j'imagine quelquefois, on demande aux acteurs quand on est trop fatigué, je me rappelle. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il est bon. Non, c'est de la merde. Je t'ai choisi la pire QE, la 82. Une vraie flotte. Depardieu, on a eu de la chance de l'avoir dans ce film. Là. Il était très très concentré. Ce personnage lui rappelait son père, et donc il était à la fois ému et puis. C'est magnifique parce que là, il y a une douceur dans le personnage. Mais et puis la gestuelle aussi. Regarde la façon dont il pose ses mains aussi. Un acteur instinctif et créatif, c'est aussi. Dans qu'est-ce que je vais faire de mes mains, donc et à la fois pour que ce soit naturel et pas exagéré, donc il y a tout ça chez ce genre d'acteur. Je sais pas, moi je sais pas. Je vais t'aider parce que t'es con. C'est simple, je t'ai pas inscrit parce que t'es con, complètement con. On a eu Depardieu dans toute sa plénitude de son âge. Hein. C'est pas de son art aussi. De son art.
où il retrouvait une espèce de bonheur de jouer aussi, parce qu'il a un peu perdu ça quand même au fil des... Oh là, c'est carrément, c'est en bas de chez moi, dans la Charente, quoi. Tous les matins, je passe là avec mon chien. Mais en tout cas, on voulait donner au personnage un côté féminin. Et un peu animal aussi. Enfin, c'est le repos, à la fois le repos du guerrier. C'était une scène qui n'était pas prévue dans le tournage, mais on a enlevé une scène qu'on avait prévue pour le mettre en bas de cette rivière et avoir ce moment paisible et sans dialogue. Et c'est vrai que Gérard, bien sûr, ces films, bien sûr, tout ça, mais aussi en tant qu'être vivant, à l'époque, avant Mammouth, il avait encore fait tout un truc à la BBC en scandalisant l'Angleterre entière, en expliquant qu'il tuait les petits cochons à main nue. Enfin bon, bref, mais en tout cas, on était morts de rire. On s'est dit, tiens, il a encore du jus, hein, quand même. Et du coup, effectivement, alors il fallait trouver une idée qui puisse lui correspondre, mais comme personnellement, je savais qu'il aimait la moto, etc. Et donc, tout d'un coup, l'idée de la Mammouth, c'est une moto mythique, hein, une moto allemande des années 70, quasiment en fonte. Enfin, c'est un espèce de monstre, mais qui lui ressemble complètement. Donc, à partir du moment où on a cette idée de Gérard Depardieu sur une moto comme ça, après, on se débrouille pour trouver une histoire qui va avec. Ce qui concerne la taille de nos budgets, c'est aussi parce qu'on a tellement pris goût au cinéma qu'on a envie de continuer à faire le film d'après. Et donc, moi, ayant vécu il y a plus de 20 ans un accident industriel qui s'appelait le Michael Cole contre la World News Company, c'est déjà même inouï que j'ai réussi à faire un film après. Donc, non, je me suis toujours dit... Franchement, il vaut mieux qu'on ait des budgets raisonnables, de façon à ce que si par malheur on a un échec total en salle, on puisse quand même espérer faire le suivant, quoi. De toute façon, on sait qu'on fera jamais un succès énorme, parce que nos thèmes, notre façon de filmer, et l'humour noir, tout ça, on sait que c'est pas partagé par le plus grand nombre. Donc on reste sur des trucs déjà qu'on dort pas de la nuit. Si en plus on se met une pression gigantesque à travers un budget fou, là, ça ira pas du tout. Si tout d'un coup on nous donnait une fortune pour faire un film, alors bah... Enfin, en fin de carrière. Si quelqu'un a envie, qu'il ne se gêne pas. Non, on trouverait forcément une petite façon de dépenser, hein, vous inquiétez pas. Moi, je suis très reconnaissant à Benoît qui m'a amené dans cette histoire, parce que moi, je suis plutôt timide et j'ai pas confiance en moi du tout. Donc, je pense que sans Benoît, j'aurais pas fait. Et puis, j'ai pris confiance en moi au fil des films, heureusement. Mais donc, c'est aussi l'occasion. Le cinéma, pour moi, c'était aussi l'occasion de sortir de ma personnalité un peu, puis de faire un truc que je pensais jamais être capable de faire. Enfin, Moi, c'est pareil. C'est lui qui m'a dénoué. Il m'a enlevé la corde au cou. C'est vrai. Non, mais franchement, je pense que si j'avais pas rencontré... vous avez dit, j'ai vécu une mésaventure, on va dire, et normalement, j'aurais jamais dû refaire de film de ma vie, quoi. Mais bon, si j'avais pas rencontré Gustave, vraiment, j'aurais jamais même imaginé... Mais de toute façon, même être réalisateur, j'aurais même jamais imaginé l'être. C'est grâce à notre inconscience collective. C'est pour ça qu'on veut rien préparer encore et qu'on part comme ça... Pour que ça reste aventureux. Que ça reste une aventure, que ce soit pas du surgelé, du surimi de cinéma. Donc c'est risqué, parce qu'avec l'âge, forcément, on commence à avoir peur de tout, hein, même de sortir dans la rue. Mais... Ça me fait rire, parce qu'avec l'âge, justement, normalement, tout le monde doit... Enfin, ça s'agit normalement avec l'âge. Tu vois, il y a un moment, voilà, quoi. Et c'est là qu'on va faire le film le plus risqué de toute notre filmographie. Notre suicide.
Ah non, mais c'est un film extraordinaire, hein. C'est complètement fou. Enfin. Il y a 1 an ou 2, je me retrouve tout seul dans Paris, je vais tout seul au MK2, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai rien vu, je me dis tiens, ça a l'air pas mal, je rentre dans cette salle tout seul, et je me prends un choc comme ça, je me souviens encore en train de ressortir de la salle comme ça, en train de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Ingenting. Ingen som har med oss att göra i alla fall. Det var du som skulle ha gjort det där, inte jag. För att använda facktermen så har hon slida, inte penis. Och det var rätt pinsamt. Et c'est trop fou, enfin. C'est la limite de l'humain, de l'animalité, c'est très perturbant, c'est... Är hon opererad? Jag frågar faktiskt inte. Hon har ett ärr vid svanskotan, men det... Il y a quelque chose sur le normal, la normale, il y a quelque chose de fort gênant, mais comme vous voyez là, cette scène qu'on est en train de voir, il y a une forme de normalité. C'est-à-dire on est dans le quotidien. Et c'est ce qui est fort, c'est de faire apparaître le fantastique dans le quotidien. Vem är du? Elle est d'abord décontenancée parce qu'elle passe son temps à essayer de respirer les traces, soit de drogue, de pédophilie. Elle arrive même à deviner les sentiments des gens. Et là, elle tombe sur quelqu'un qui a une odeur qui l'attire, quoi, pour la première fois. Vad kan jag säga? Jag reser runt. Jag stannar någonstans ett tag. Sedan reser jag vidare. C'est très, très étonnant. Un des films les plus étonnants de ces dernières années, en tout cas. Jag heter Vore. Okej. Ben moi, comme ça, hein, The Big Lebowski, que j'ai revu plusieurs fois, je sais pas, il y a le personnage du loser qui est mis à son paroxysme. Il y en a plein. Moi, je suis très émotif, hein, donc je pleure assez facilement. Là, dernièrement, même, j'ai vu le film de Valérie Lemercier hier. Non, t'as pas pleuré sur Aline, quand même. Si. Ouais, par exemple, le Mépris, j'ai jamais réussi à le voir jusqu'au bout. Si, moi, j'aime bien. Je suis pas encore arrivé jusqu'au bout, donc c'est bien, ça me laisse encore du temps. Je vais finir par y arriver, mais... Pour ça, moi, mes enfants, ils voulaient absolument pas voir de film de Charlie Chaplin. Ils n'en avaient rien à foutre. Et la seule fois où j'ai réussi à les foutre devant la télé pour leur faire voir un film, c'était The Blues Brothers. Et malheureusement, ça a hyper vieilli. Un enfant dans Babe, c'est un très beau film. Magnifique, mais même, je serais prêt à le revoir d'ailleurs maintenant. Et Pee-wee, t'aimais bien Pee-wee? Pee-wee aussi, Pee-wee Big Adventures de Tim Burton, c'est extraordinaire. Et à la fin, le film dans le film à la fin, où ils lui ont même changé sa voix. Ben, moi, c'est tous les films de Cassavetes. J'ai une profonde admiration pour Cassavetes, pour la difficulté qu'il avait à faire ses films, alors que c'était un génie quand même. J'aurais aimé être un verre de whisky dans la main de John Cassavetes. Ah, ça aurait pas tenu longtemps. Je crois, nous, c'est pas mal. Hein. Le mec qui se contredit, la musique du mépris. Brigitte Bardot, mais c'est vrai qu'un enterrement, ça le fait pas. Hein. C'est pas vraiment une musique de film non plus. Non plus, hein. Mais bon, c'est une musique. C'est une musique. Benoît va dans le trou.